Si science sans conscience n'est que ruine de l'âme, son âme à lui contient des monuments de littérature. Cette semaine, dans la virgule flottante, je vous propose de rencontrer l'incompressible Yann Moix. À travers un tête-à-tête aux frontières du réel, il nous démontre, à l'instar de Céline, que l'amour, c'est l'infini à la portée des caniches. Wouf, wouf. Bonjour Yann Moix. Bonjour. Bienvenue dans la virgule flottante. Vous êtes ici à Perpignan à l'invitation du Centre méditerranéen de littérature parce que vous venez de publier votre 12e roman. Il s'appelle Naissance et cas particulier, il vient de recevoir le prix Renaudot. Pour la petite histoire, donc je le disais, vous êtes à Perpignan, de Perpignan et de sa gare principalement, Salvatore Dali, qui est un artiste qu'on aime beaucoup par ici, avec lequel vous avez certainement des dénominateurs communs, a dit de sa gare qu'elle était le centre du monde. Ça tombe bien parce que vous avez dit que nous devions nous considérer comme nos propres gares. Tout le monde est le centre du monde d'une certaine manière. Et c'est ce qu'il faut bien comprendre en fait. Tous les êtres humains ont de l'ego. Et chacun considère qu'il est le plus important sur la planète. Et c'est de là que viennent beaucoup de problèmes d'ailleurs. Et c'est de là que vient l'athéisme. L'athéisme, ce n'est pas ne pas croire en Dieu. L'athéisme, c'est de considérer qu'on est soi-même son propre Dieu. Et donc en fait, l'athéisme, c'est le polythéisme le plus total. C'est un polythéisme où il y a des dieux par milliards. C'est un polythéisme où il y a un Dieu par individu. Et ça, j'aime pas justement. Et donc, je considère que le problème, c'est que chacun est la gare de Perpignan. Mais j'aime beaucoup Dali. D'abord, je suis catalan, donc je suis content d'être ici. Mais d'origine, j'aime beaucoup Dali, car il y a une formule de lui que j'oublierai jamais. Il avait dit de... Ah, je l'aime bien, celle-ci. C'est celle-là je sais pas. Il avait dit d'Éluard. Ah. Tant d'arrivisme pour si peu d'arrivage. Et ça, je trouve que c'est une formule extraordinaire. Il avait aussi dit Picasso est espagnol, moi aussi. Picasso est un génie, moi aussi. Picasso est communiste, moi non plus. Alors, ainsi de suite. Et ainsi de suite. On va passer 2 jours sur Dali. Non, parce que justement, ce qui nous intéresse aujourd'hui, et le propos aujourd'hui, c'est Yann Moix. Moi, j'aime bien parler des autres. Des autres, oui. Tiens, justement, vous me faites rebondir sur Edith Wharton, la pauvre. Elle disait, s'agissant de la lumière, qu'il y avait deux façons de la refléter, soit d'être la flamme soi-même, soit d'être le miroir qui la reflète pour diffuser la lumière. Et vous avez cette particularité d'être les deux à la fois. Vous êtes un homme particulièrement brillant, et systématiquement, quand on vous voit en interview, vous attirez l'attention sur quelque chose d'autre. Vous le faites aussi de façon magistrale dans votre livre. En fait, être brillant, ça ne m'intéresse pas trop. Il y a quelque chose qui m'intéresse plus, mais qui est plus difficile. C'est d'être profond. Être brillant, finalement, c'est avoir des discours qui peuvent éventuellement séduire. Mais il y a quelque chose qui est plus difficile d'accès, c'est d'être profond. Et ça, j'y travaille, et j'essaye d'y travailler véritablement. Alors en 2009, vous nous relatiez 50 ans dans la peau de Michael Jackson. En 2012, vous revenez en nous relatant une quarantaine d'années dans la peau de Yann Moix. Moi, j'ai une totale exclue. J'adore les totales exclues. C'est très insight de dire ça. En fait, c'est un roman qui a été écrit à plusieurs mains. Et une des petites mains qui ont collaboré sur ce roman, c'est le jeune Yann Moix, celui d'un autre espace-temps, de l'année nodale 1976 ou d'une autre. Donc moi, je voulais savoir ce qu'il en pensait du résultat. J'ai la chance d'avoir la vie dont je rêvais quand j'avais 8 ans. Je voulais être écrivain, faire des films, enfin surtout écrivain. Et donc, j'ai pas eu l'impression, si vous voulez, de me trahir à aucun moment. Et si je dialoguais avec celui que j'étais en 1976, il m'insulterait pas trop. Mais, ça, c'est important. Oui. Vous savez, dans ce livre sur Michael Jackson, en fait, ma thèse, c'était que Michael Jackson n'a pas eu 50 ans. Il a eu 2 fois 25. Une fois dans le sens de 0 vers 25 ans, et une autre fois dans le sens de 25 ans vers 0 ans. Et c'est une manière d'être qui est de considérer que le temps n'est pas quelque chose d'informe dans lequel vous êtes jeté et que vous subissez. Le temps est aussi la manière dont vous vous appropriez l'existence humaine. Et je ne parle pas simplement d'un temps subjectif là. Je pense que le temps est comme un espace, un pays dans lequel il s'agit d'habiter en trouvant sa place. Trouver sa place dans la société, c'est une chose. Trouver sa place dans l'espace, on est obligé. Il faut trouver sa place dans le temps. Et ça, il y a une autre paire de manches. Alors de ce livre, on a dit beaucoup de choses. Moi, j'ai lu beaucoup de choses parce que j'ai un tout petit peu travaillé le sujet. Je vois qu'il est corné du début. Oui, une horreur. Un livre, ça doit vivre. Hein. Oui. Enfin, moi, en tout cas, à mon sens, je justifie. Beaucoup de journalistes à Paris qui font pas vraiment vivre les livres. Non. Ils les laissent mourir
leur mouroir qui s'appelle une bibliothèque. Ouais, j'en ai une aussi. Oui, non, mais j'imagine, je peux le faire, j'imagine. hein. Enfin, la bibliothèque, c'est plutôt la maison chez moi. J'habite dans une bibliothèque. Alors, on a dit que c'était un pavé fastoche. On a dit que c'était un livre digressif de digression. Moi, j'ai interrogé mon fils Virgile qui a 6 ans, je lui ai dit digression, il m'a dit digression, il n'avait pas de problème avec ça. On a dit que c'était une œuvre polymorphe. J'ai ajouté, parce que j'aime bien coller perverse à polymorphe, tant qu'à faire, je vous ai entendu dire que c'était un checker, sympa. Et je voulais vous confier ce que Emmanuel, mon coiffeur de 30 ans, qui n'a jamais ou peu ouvert un livre, qui connaît strictement rien à la littérature et encore moins aux auteurs, a dit de façon tout à fait candide. Quand il a vu votre livre, il m'a dit « Steph, mais c'est une arme blanche ». Qu'en pensez-vous? Alors d'abord, sur la perversité, non, je ne suis pas un pervers, j'aurais pu. La perversité, ça se définit comme l'absence d'empathie pour autrui. C'est-à-dire qu'en fait, c'est considéré que tout ce qui arrive à autrui n'est pas vraiment grave, qu'autrui ne ressent pas les choses comme soi. Or, la littérature, c'est la symétrique opposée de ça. C'est considérer qu'une expérience personnelle est universelle. Donc en fait, non seulement ce qui vous arrive concerne tout le monde, mais ce qui arrive à quelqu'un vous concerne. Ça va dans les deux sens. Donc c'est le contraire de la perversité. Et c'est très drôle parce que la perversité est un mot très à la mode. Quand vous baladez à la FNAC, il y a plein de gamines de 20 ans qui sont en train de lire des livres sur les pervers narcissiques parce que manifestement elles sortent avec quelqu'un dont on leur a dit que c'était un pervers narcissique. En fait, dès que vous quittez une fille, en gros, et qu'elle souffre, vous êtes un pervers narcissique. Donc dans ce cas, je suis un pervers narcissique. On est dans une société qui a besoin de mots? Oui, c'est comme le mot qui veut rien dire, bipolaire, vous savez, qui est un mot qui ne veut strictement rien dire. Oui, mais ça claque bien. Oui, mais sauf que la bipolarité, ça n'existe pas, quoi. C'est un concept qui a été inventé. C'est-à-dire que tantôt on va mal, tantôt on va bien, dans des proportions parfois vertigineuses. On appelait ça maniaco-dépressif dans les années 70-80. Ouais. Maintenant, c'est bipolaire, pervers, etc. Bon, ça, c'est des modes. Et votre coiffeur, je m'en fous, je l'emmerde, votre coiffeur. Je l'emmerde avec son arme blanche. Ça vous plaît pas? Non, c'est une arme jaune. Non. Je veux plus faire allusion à la taille, au volume du livre sous son aspect en fait physique. Donc voilà, il est sans doute très gentil, mais je l'emmerde. D'accord. Je le transmettrai. Voilà. Mais gentiment, hein. Mais oui, j'ai comme on dit, je t'emmerde, mais à un ami, quoi. Exactement. C'est bien comme ça que je l'entends. Vous parlez d'images. Vous dites, je crois que c'est dans Jubilation vers le ciel, à moins que ce soit, mais bon, quand on a lu Yann Moix, à un moment donné, moi j'ai tendance à m'en mêler les pinceaux. Vas-y, j'emmerde ce coiffeur, mais il fait très bien son travail hein, quand même, hein, quand je vois le résultat. Hein. C'est sympa. Vous me tendez la perche, j'allais parler d'images. Vous dites, ce sont justement les images et les projections qu'on adore, tandis que ce sont les hommes et les dieux qu'on aime. Explication de texte. Oui, en fait, l'idolâtrie, donc l'image, le veau d'or en fait dans la Bible, c'est quelque chose qui est inventé pour l'adoration, pour la vénération. Or, c'est très paradoxal parce que la représentation de Dieu doit être là pour faire en sorte que la masse se rassemble autour d'une adoration, alors que Dieu lui-même n'est pas là pour être adoré, il est là pour être aimé. Et donc entre l'adoration et l'amour, il y a la même différence qu'entre dans une relation amoureuse, entre la passion et l'amour. La passion est quelque chose qui a trait au spectacle. Je ne parle pas de la passion du Christ, hein, je parle de la passion amoureuse, qui a trait au spectacle, c'est-à-dire le fou amoureux ou le passionné se regarde en train de déployer de l'énergie ou de l'imagination ou des mises en scène pour séduire, mais en fait il est tout seul dans la relation amoureuse, alors que l'amour c'est l'anti-spectacle, ça ne se voit pas, il n'y a rien à voir de précis. C'est insidieux, enfin voilà, personne ne peut y assister si vous voulez. Alors que l'image est faite pour ça, tout le monde peut y assister. Et celui qui est passionnément amoureux finalement se transforme en salle de cinéma permanent où tout le monde est convié à regarder le spectacle d'un singe savant utilisant les sentiments pour faire passer en contrebande des besoins d'affection, de névrose et surtout parfois des besoins de célébrité. Alors justement, quand vous parlez de célébrité, vous dites que c'est ce qui, la plupart du temps, court-circuite une œuvre. Oui, la célébration, même religieusement parlant, la célébration, c'est le contraire de la prière, en fait. Et donc j'ai oublié votre question, mais ça parlait du cinéma, c'est pas grave, parce qu'on est là pour ça, ça s'appelle la virgule flottante. On digresse. Ah, la digression, ça. On chope une idée et on s'en va voguer avec.
Dans ce livre, justement, il y a des personnages hauts en couleur, des personnages qui sont passionnés, qui sont investis d'une mission. Ils sont tous à fond les ballons, perchés. Il y en a un qui est absolument formidable, magnifique, c'est Marc Astolphe Haut, qui a fait tomber toute une génération de femmes à ses pieds, à genoux. C'est un pur romantique. C'est un pur idéaliste. Alors lui, il est spectaculaire, il écrit des que sais-je sur un peu tout. Que sais-je sur la reprographie, un autre sur le bain moussant, qui est très intéressant. Il n'est pas sans nous rappeler un certain Gant Bleu, qu'on a bien connu chez Yann Moix. Il n'est pas sans nous rappeler Gant Bleu quand, notamment, de passion dévorante et jusqu'au boutiste, il profane une tombe pour embrasser une femme, embrasser Hélène. Je voulais vous poser la question. Hélène, c'est la Hélène de Giraudot ou c'est un prénom choisi par hasard? Non, Hélène n'est pas un prénom, c'est un prénom de la mythologie. C'est surtout un prénom grec. Or, il y a dans la Grèce une conception du temps qui est cyclique. C'est-à-dire que dans le christianisme, le temps est linéaire. En fait, à la gauche du Christ, il y a l'avenir, à sa droite, il y a le passé, si vous voulez, sur une ligne. Et chez les Grecs, dans la mythologie, tous les mythes grecs sont en fait destinés à revenir au point de départ pour repartir. Le voyage d'Ulysse, en fait, pour repartir à l'infini. Le labyrinthe, c'est évidemment ça. Et donc, il y a dans cette idée d'intituler un personnage Hélène, l'idée d'un amour cyclique que la mort ne peut pas interrompre. Et Marc Astolphe, par exemple, régulièrement, il va déterrer la fille qui n'a pas voulu de lui, de son vivant, et il considère que, même morte, l'histoire peut continuer, en tout cas commencer. C'est-à-dire qu'en fait, le temps ne compte pas. Le cycle continue malgré tout. Tant qu'il y a un désir, eh bien, le cycle continuera. Et l'histoire d'amour peut continuer à un, même si on considère qu'il faut être deux quand même. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'échange. Il devrait y avoir dans chaque amour une réciprocité. Eh bien, les Grecs considèrent que dans l'histoire d'amour, il n'y a pas de réciprocité. Le temps cyclique, c'est le temps de la névrose, c'est le temps de la répétition. La névrose, c'est le fait de répéter à l'infini le même schéma sans pouvoir s'en arracher, sans pouvoir, un peu comme une mouche qui cognerait à l'infini sur une vitre, sans pouvoir jamais s'en évader, alors que la sortie est juste à côté. Eh bien, le temps grec est le temps de la névrose, et le temps de la névrose, c'est celui aussi qui considère que autrui n'est qu'un réceptacle à sentiments, et qu'on s'enferme soi-même dans un temps. On parlait tout à l'heure du fait qu'il fallait trouver sa place dans le temps. Les névrotiques, les névrosés, n'ont pas trouvé leur place dans le temps. Ils sont enfermés de l'âge de 14 ans à leur mort dans un labyrinthe temporel dans lequel ils sont condamnés à être la marionnette de ce qu'ils ont toujours été. Et c'est une malédiction. Alors, un des autres personnages absolument truculents dans Naissance, c'est le père du jeune Yann Moix. Alors, vous parliez de névrosé, lui, il est drôlement perché. Dès que l'enfant naît, ce père a décidé qu'il allait le haïr, qu'il allait le détester. Alors, bon, de façon tout à fait accessoire, il le justifie en disant qu'il voulait une fille, qu'il ne voulait pas un garçon. Il a détesté qu'il le haïrait et il lui prédit pour ça un destin monstrueux. Alors, il le tabasse allègrement hein, aussi, ça c'est une des autres histoires du livre. Mais surtout, il lui dit, pour te pourrir la vie, je vais faire en sorte que tu sois un bon gros raté et que tu deviennes écrivain. Et alors, écrivain, ça devient formidable sous votre stylo, parce que l'écrivain, ça devient une espèce de personnage qui subit un petit peu tous les clichés. Alors, il est sale, bien sûr, il écrit la nuit, la mère du jeune Yann Moix se dit même qu'il pue, qu'il lave pas ses culottes. Qu'est-ce que c'est que cette idée que vous êtes en train de nous donner de l'écrivain? Ah non, au contraire. C'est les parents qui ont cette vision d'écrivain. Il y a un type en fait, un clochard, quoi. Oubliant d'ailleurs qu'il y a une mystique du clochard. Il suffit de lire Léon Bloy pour s'apercevoir qu'il y a une... Alors là, pour le coup, les clochards ont trouvé leur temporalité. D'ailleurs, c'est ce qui nous dérange aussi chez eux, chez ce qu'on appelle les SDF, chez les gens qui sont ailleurs. Ils sont dans un ailleurs spatial. Ils n'habitent pas dans. Ils sont dans un ailleurs temporel aussi. C'est-à-dire qu'ils ont décidé d'être les maîtres de leur propre temps. Donc ça nous dérange. C'est pour ça aussi que les Roms nous dérangent. Ils ne sont pas dans le temps capitalistique, ils sont dans leur temps à eux. Et donc, comme on n'y a pas accès, ça glisse entre nos mains, eh bien, enfin moi ça ne me dérange pas. Je suis à 100 000% de leur côté. Mais ça dérange notre société. Et donc, est écrivain celui qui, là encore, a trouvé sa propre temporalité. Et le père
est incapable de proposer un avenir à son fils, il lui propose un futur. Il y a une très grande différence entre le futur et l'avenir. Le futur, c'est ce qui arrive, enfin le futur c'est demain, c'est-à-dire que le futur c'est ce qui est situé dans un temps qui n'existe pas encore. Mais l'avenir c'est pas ça. L'avenir c'est le contenu, le futur c'est le contenant. C'est-à-dire qu'on peut dire la même chose de la mémoire et du passé. Le passé c'est un temps qui était avant, mais enfin s'il n'y a rien à l'intérieur, si vous ne vous souvenez de rien, ça reste du passé aveugle. En revanche, si vous vous souvenez de ce passé, ça s'appelle la mémoire. Et bien avec le futur, c'est la même chose. On sait que l'année 2054 existera, mais si dans cette année 2054, vous ne mettez rien, c'est-à-dire aucune espérance, aucun espoir, aucun projet, etc., ça reste du futur, ça ne peut pas être de l'avenir. Il y a des gens, tout le monde a un futur, tout le monde n'a pas d'avenir. Les clochards dont on parlait tout à l'heure, ils auront une année 2014, peut-être que dedans, il n'y aura rien, il n'y aura même pas de désespoir, il y aura du rien, c'est-à-dire une répétition de jours, mais je dis les clochards, mais n'importe qui d'ailleurs. La teneur en existence du futur, c'est ça que j'appelle l'avenir. La teneur en projet, la densité d'expérience qu'on peut mettre dans le futur. Sinon, le futur est un réceptacle aveugle. Et les parents, là, en fait, prédisent un futur et non pas un avenir, parce que l'avenir, il faut le construire par soi-même, il n'est pas écrit d'avance. Tout avenir écrit d'avance n'est en fait qu'un futur sans queue ni tête. Alors on vous connaît alchimiste, situé peut-être entre celui de Goethe et celui de Coelho. Je m'explique, tout ce que vous touchez se transforme en or, on n'arrive plus à compter le nombre de prix et de distinctions que vous avez reçus. Non, j'en ai eu que 2, hein. Le Goncourt du premier roman. Oui. D'abord, Paulo Coelho, on va le mettre de côté. C'est un des êtres les plus cyniques que je connaisse. Je vais souvent au Brésil. Et au Brésil, l'ami des solitaires, des errants et des perdus est en fait le type qui, de São Paulo à Belém, en passant par Manaus et Foz do Iguaçu, pose sur des affiches géantes pour American Express. Donc il crève, qu'il crève. Donc Paulo Coelho exit. Je souhaite sa mort physique, biologique, qu'il disparaisse de la planète Terre, ça nous fera le plus grand bien. C'est très sain de souhaiter la mort physique des gens. C'est une idée que le cerveau sécrète pour d'abord se calmer. Et puis ensuite, c'est pas parce que vous souhaitez leur mort qu'ils vont véritablement mourir, donc qu'ils crèvent. Qu'ils crèvent vraiment physiquement. Et je suis pas haineux, moi. Je suis comme Peggy, je suis haïssant. Il y a une très grande différence. Donc Paulo Coelho crève. Et donc, sur la question de... Je l'avais pas terminé en fait. Comment? Je l'avais pas terminé. Si, bon, parce qu'il y a non, je vous assure, c'est ma question, je connais ma question. Et je vous jure que je ne l'avais pas terminée. Je voulais dire que vous étiez un garçon tout à fait drôle. Non, je veux dire qu'en fait, j'avais eu que 2 prix. J'ai eu le prix Goncourt du premier roman et puis le Renaudot. Vous n'avez pas eu le prix François Malraux? Ah oui, François Mauriac, mais oui, François, il y a longtemps. Mauriac, oui, il y a longtemps. Enfin, il n'y a pas tant longtemps que ça, finalement, 17 ans à l'échelle humaine. C'est pas si non, d'accord. Mais ce n'était pas le propos, de toute façon. Vous ne vouliez pas qu'on parle de vos prix. Néanmoins, donc, j'ai essayé de travailler cette émission pour essayer de vous montrer que j'étais à la hauteur. Et je vous ai googlisé, wikipédié. Et là, j'ai découvert quelque chose, et il faut absolument que vous expliquiez sur la question, que vous étiez membre du collège de pataphysique et qu'à ce titre, on vous avait décerné le premier phal 139 de l'ordre de la Grande Gidouille. Explication de texte. Alors, le premier phal 139, c'est une date en fait. Il y a un calendrier pataphysique où la naissance du Christ est remplacée par la naissance d'Alfred Jarry. En 1873, qui est un de mes écrivains préférés, le collège de pataphysique est un endroit, un lieu qui n'existe pas vraiment, dans un temps qui existe, lui, qui est donc configuré à partir d'Alfred Jarry, et où on est capable d'étudier, par exemple, une des grandes études récentes qui m'a beaucoup intéressé, c'est un arbre dans le 19e arrondissement qui a été photographié, le même arbre, au même endroit, bien sûr, de 1922 à nos jours. C'est-à-dire que tous les ans, quelqu'un a photographié cet arbre, pas la même personne. Oui, c'est ce genre de choses qu'on est capable. C'est pas la même personne. Qu'on est capable d'étudier au collège. Et donc au collège, il y a plusieurs grades. J'ai été décoré cette année de l'ordre de la Grande Gidouille.
c'est un grade, enfin c'est une Vous décoration. avez entendu, il y a des applaudissements qui surviennent de nulle part. Oui, C'est oui. le hasard. Boris Vian l'a obtenu, Ouais. Prévert l'a obtenu, des gens de UNESCO aussi. Voilà. Non mais c'est un endroit où on étudie avec beaucoup de sérieux ce que les gens sérieux n'étudient pas d'habitude. Donc en fait absolument tout. Tout est objet de science. Absolument tout. Rien n'est suffisamment digne d'intérêt. Tout mérite encore un peu plus d'intérêt. Et donc le domaine d'études du collège est extrêmement vaste. On étudie toutes les anfractuosités de la réalité avec une égalité, si vous voulez, de sérieux et de dérision égale quoi que soit l'objet étudié. Voilà, ça peut être une pomme pourrie, mais ça peut être aussi l'intégralité des œuvres de Boris Vian. Ouais. Alors je vois que le vortex est en train de se refermer. On va replonger dans le 3e millénaire, vous et moi. Je vous remercie évidemment pour le temps, dans cet espace-temps que vous m'avez accordé. Je vous ai posé pas mal de questions. Il y en a une que j'ai forcément oubliée, c'est celle à laquelle vous auriez aimé répondre. Pourquoi est-ce que je n'écris jamais de livres que j'ai envie de relire moi-même? Voilà la question que vous auriez pu me poser. Alors je vais répondre, parce que la vie est trop courte. Je préfère lire les livres des autres. Non, je vous dis ça parce que j'ai des amis écrivains qui adorent se relire. 3-4 ans plus tard, vérifier des trucs, comme si c'était d'un autre. Et je trouve ça assez violent de se relire soi-même. D'accord, c'était le mot de la fin. Merci Yann, je peux vous embrasser? Bien sûr. Ça fait partie des rituels. D'accord, c'est un bon rituel. Et ben voilà, à bientôt. Bientôt.